C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette marche violemment dispersée à Goma en République démocratique du Congo. Une marche de protestation contre la force est-africaine déployée dans l'est du pays. Des journalistes ont été brièvement interpellés, d'autres ont été blessés. Les détails dès le début de ce journal. Des nouveaux billets de Naira au Nigeria. Ils sont en circulation depuis la mi-décembre. Ils ont été graphiquement inspirés du yuan chinois pour rendre la reproduction illégale difficile. Mais vous allez le voir que la mise en circulation de ces nouveaux billets est compliquée dans ce pays de plus de 200 millions d'habitants. Reportage à suivre. Et à la fin de cette édition, nous suivrons des Camerounais partis étudier la médecine à Madagascar. Ils sont nombreux à avoir fait ce choix pour, entre autres, la qualité de l'enseignement. Reportage de notre correspondante dans un instant. La manifestation n'était pas autorisée par les autorités, mais ils étaient tout de même une centaine à s'être rassemblés à Goma pour contester la présence de la force est-africaine déployée dans l'est de la République démocratique du Congo. La marche a été violemment dispersée, des journalistes ont été brièvement interpellés, d'autres ont été blessés. Laurent Berstécher. Alors qu'il se dirige vers la mairie de Goma, le cortège est arrêté par la police, qui tente de disperser la foule à coups de gaz lacrymogène. Plusieurs journalistes sont également pris à partie par les forces de sécurité, car le rassemblement avait été interdit la veille par les autorités locales. Mais pour les manifestants, cette réponse musclée ne fait qu'ajouter à la frustration. La Constitution nous garantit de manifester, c'est notre droit le plus légitime. Nos combattants sont en train de souffrir à Kiwanja, nos combattants sont en train de souffrir à Rutshuru, et on ne peut pas rester indifférent face à tout ce qu'on est en train de connaître comme misère. Une centaine de personnes s'étaient rassemblées dans la matinée pour dénoncer la présence de la force est-africaine en RDC. Composée d'un millier de soldats, majoritairement kényans et burundais, celle-ci est déployée dans l'est du pays depuis plusieurs mois pour lutter contre l'insurrection du M23. Mais de nombreux habitants lui reprochent un manque d'efficacité et décrivent ces soldats comme de simples spectateurs qui refusent de prendre part au combat. La population est fatiguée de voir cette force inutile de l'EAC se transformer en une mission d'observation. Ils sont venus nous aider, mais jusqu'à présent, ils sont en train de faire le tourisme dans notre pays. Fin décembre, l'armée kenyane avait annoncé en grande pompe le retrait du M23 de plusieurs localités au nord de Goma. Mais de nombreuses sources indiquent que les rebelles restent toujours présents dans ces zones. On en vient à présent au renvoi d'Ousmane Sonko devant un tribunal criminel. L'un des chefs de l'opposition sénégalaise est soupçonné de viol sur une employée d'un salon de beauté. Arrivé 3e à la présidentielle de 2019, Ousmane Sonko est aussi candidat à la présidentielle de 2024. Ses partisans crient au complot. Son arrestation avait provoqué de graves émeutes à Dakar en mars 2021. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, entame une tournée d'une dizaine de jours sur le continent, une tournée qui intervient à peine un mois après le sommet États-Unis-Afrique. Elle doit se rendre au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud. Sa venue confirme le réengagement américain sur le continent et la volonté de Washington de concurrencer la Chine déjà omniprésente. La figure du Rassemblement national est au Sénégal. Marine Le Pen s'y est rendue lundi pour un retour vendredi. Pas grand-chose n'a filtré de cette visite qui a suscité la curiosité des Sénégalais. Les précisions de notre correspondant à Dakar, Eliman Dao. Une visite en catimini, pas beaucoup d'informations nous filtrées de ce séjour de Marine Le Pen au Sénégal. On sait à travers des tweets qu'elle a partagé qu'elle s'est rendue au nord du Sénégal à rencontrer les travailleurs de la compagnie sucrière sénégalaise et des élus locaux du nord du Sénégal pour parler de coopération entre la France et le Sénégal. On ne sait pas si elle a rencontré des acteurs politiques de premier plan du pouvoir ou de l'opposition. J'ai tenté sans succès de joindre son attaché de presse qui l'accompagne pour ce séjour, Marine Le Pen, qui milite pour que l'Afrique puisse avoir une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies, jouit d'une mauvaise image au Sénégal du fait notamment de ses positions sur l'immigration, mais une minorité de Sénégalais estime qu'il faudrait pourquoi pas s'ouvrir à elle, voir ce qu'elle propose pour une relation d'égal à égal entre la France et l'Afrique. Ce n'est pas du tout le cas d'Aminata Touré, ancien Premier ministre du Sénégal et actuellement député non inscrit à l'Assemblée nationale. Elle estime que Marine Le Pen incarne
en France la xénophobie et le racisme et que de ce point de vue, le Sénégal n'aurait jamais dû l'autoriser à fouler son territoire. Et Marine Le Pen qui a profité de sa visite sur le continent africain pour s'exprimer sur Twitter sur les médecins étrangers qui viendraient en France. Pour elle, ils doivent rester chez eux et ne pas priver leur pays de leur expertise. Mais sachez que, contrairement aux idées reçues, la majeure partie des migrants et réfugiés africains circulent à l'intérieur du continent. Sur les 8,5 millions de migrants d'Afrique de l'Ouest, moins de 10% se dirigent vers l'Europe. On va prendre l'exemple du Cameroun, où de nombreux étudiants partent à Madagascar pour justement y étudier la médecine. Reportage de Gaël Borgia. Dans cet amphithéâtre de l'université d'Antananarivo, 300 étudiants en médecine. Parmi eux, Paulin, 23 ans. À première vue, c'est un étudiant comme les autres, à ceci près qu'il a fait 5000 km depuis son Cameroun natal pour suivre son rêve de devenir médecin. Nous sommes fondus dans le décor, donc on se sent comme chez nous ici. Après avoir échoué 2 fois au concours de médecine chez lui, il est accepté sur dossier en première année à Madagascar, puis il réussit le concours d'entrée en 2e année. Au Cameroun, il n'y a pas d'année préparatoire avant le concours, ce qui réduit les chances de succès. Échaudés par la difficulté et l'équilibre régional imposé, une 50aine d'étudiants camerounais espèrent obtenir le précieux diplôme reconnu au Cameroun. J'avais des grands frères à moi qui étudiaient déjà la médecine à Madagascar et qui m'avaient fait comprendre que les études de médecine sont de très bonne qualité. Pour faciliter l'intégration des nouveaux venus, l'ASECAM, Association des étudiants camerounais de Madagascar, voit le jour en 1992. Outre l'organisation d'événements culturels, sportifs et humanitaires, l'association, qui compte 200 membres, leur permet aussi d'être unis face aux difficultés. La première difficulté que nous avons à Madagascar, c'est que nos étudiants en médecine ne peuvent pas faire le concours d'interne qualifiant, c'est-à-dire le concours de spécialisation. La deuxième difficulté, qui est la plus grande, c'est le problème de visa. 1 an à Madagascar, c'est 350 €. Nous aimerions que le visa déjà nous coûte beaucoup moins cher. Nos parents se battent vraiment corps et âme, ils souffrent. Un soutien parental indispensable, car ils ne peuvent ni travailler durant leurs études, ni exercer la médecine à Madagascar. Des entraves lourdes qui limitent leurs perspectives d'avenir sur cette terre d'accueil devenue un peu la leur. On part à présent au Nigeria. Depuis la mi-décembre, des nouveaux billets de Naira sont en circulation. Ces nouveaux Naira sont inspirés graphiquement par le yuan chinois. Ils bénéficient d'une technique d'impression censée rendre la reproduction illégale difficile. Ce lancement express de nouveaux billets dans un pays de plus de 200 millions d'habitants n'est pas simple, d'autant que moins de 50% de la population dispose d'un compte bancaire. Reportage de Moïse Gomis. Dans ce quartier de Lagos, Ahmed reçoit du matin au soir dans cette minuscule cabine. Sans interruption, il accepte les coupures de billets. Son chiffre d'affaires explose actuellement. Pourtant, il craint pour son avenir en tant qu'agent financier de proximité. Le gouvernement dit qu'il veut pousser les gens à ne plus se déplacer avec de l'argent liquide. Les autorités veulent que les gens fassent des transferts. Elles veulent une économie sans cash. Cela va vraiment nous affecter. Près de 600 000 relais financiers de ce type sont répartis dans tout le pays. La Banque centrale du Nigeria compte sur ses indépendants, mais aussi sur les banques commerciales. Objectif, absorber un maximum des anciens Naira jusqu'à la fin janvier. Dans cet établissement bancaire, les agents ont reçu une formation pour faciliter la mise en circulation des nouveaux billets. Mais leur priorité est d'inciter la clientèle à moins utiliser de l'argent liquide. Dans notre économie actuelle, toutes les banques sont préparées à cette mutation. Donc quand les gens disent que les délais sont trop courts, je ne suis pas d'accord. Il y a suffisamment de mécanismes et d'outils qui ont été mis en place pour solidifier la politique monétaire. La position de la Banque centrale du Nigeria sur l'adoption du numérique est claire. Comme des dizaines de millions de Nigérians, Henri a été surpris par le timing du retrait des anciens Naira. Cet ex-militaire dirige une société de sécurité. Depuis plus d'une dizaine d'années, il officie comme négociateur sur des affaires d'enlèvement. Selon lui, les réseaux criminels possédant des stocks de vieux billets se sont déjà adaptés. Les ravisseurs sont généralement conscients de la rapidité avec laquelle vous pouvez accéder aux fonds.
Ils connaissent le processus parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent des rançons qui avaient été payées. Ils collaborent avec des agents qui approchent les banques pour remplacer leur stock de vieux billets par des nouveaux. Les Nigérians ont jusqu'au 30 janvier pour déposer sur un compte bancaire les anciens Naira. Passé cette date, ces billets ne seront plus légaux et donc ne seront plus acceptables pour la moindre transaction. Direction l'Afrique du Sud, où des viticulteurs utilisent des canards pour lutter contre les parasites. Ce ne sont pas n'importe quels canards et ils sont entraînés pour chasser toutes sortes de bestioles. Un moyen efficace qui permet d'éviter les pesticides. Caroline Lambolé. Pas besoin de pesticides dans ce vignoble à Stellenbosch en Afrique du Sud. Chaque jour, environ 500 canards partent à la chasse en formation. On les appelle les soldats des vignobles. Lorsqu'ils parcourent les vignobles, ils mangent tous les petits insectes, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser de pesticides. En fin de compte, ce sont eux les gardiens de nos vignobles. Appelés coureurs indiens, ils ont des longues pattes et un cou élancé, ce qui leur permet presque de marcher debout et d'attraper toutes sortes de bêtes. Le tout, presque sans encadrement. C'est très facile de dresser les coureurs indiens. Assez rapidement, ils prennent leurs habitudes, donc ce n'est pas très difficile de les mener vers les vignobles le matin. On a quand même 2 ou 3 personnes qui les guident. À leur propre rythme, ils se dirigent vers les vignobles. Ils savent très bien quand il est l'heure de rentrer à la maison. C'est aussi une source d'engrais naturels et de divertissement pour les visiteurs. C'est incroyable de voir comment ils se comportent. Ils marchent en rang, on croirait qu'ils sont à l'armée. C'était vraiment fascinant de voir comment ils se suivent, c'était hyper mignon, passionnel même. Mignon, mais pratique surtout, comme plusieurs systèmes mis en place par ce vignoble, comme l'irrigation par goutte à goutte, un système qui permet d'économiser l'eau en arrosant directement au niveau de la racine. Pour finir, on se quitte sur ces images du Tassili dans le Grand Sud algérien. Ce site a été distingué par le New York Times. Dans ses colonnes, le journal américain a classé le Tassili comme site à visiter à tout prix en 2023, précisant que les autorités algériennes avaient facilité l'obtention des visas et qu'il fallait en profiter. Le journal américain revient sur la beauté de ce site qui abrite plus de 15 000 peintures rupestres datant de la préhistoire. On se quitte donc sur ces images. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.